Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon update lecture du mois d'août et si vous avez suivi mes vlogs, vous savez que durant mes vacances qui ont été quand même une bonne partie du mois d'août, je n'ai quasiment pas lu, voilà, donc pendant que j'étais en vacances concrètement j'ai lu 2 livres et à peine commencé un. Pour 3 semaines ça fait très peu de lecture, sachant que d'habitude je tourne plus autour de 2 livres par semaine. Là pendant 3 semaines juste 2 livres ça a été très peu, donc il n'y aura pas non plus énormément de livres à vous présenter. Vous avez pu voir mon book haul, voilà, j'ai beaucoup plus rajouté de livres dans ma palle que je n'en ai descendu, mais bon c'est pas grave. Sachez que je n'ai aucun souci de voir ma palle augmenter, au contraire je suis contente de voir toutes ces belles lectures qui m'attendent, mais on va pas parler des futures lectures aujourd'hui mais plutôt de mes lectures passées. Donc écoutez, c'est parti avec la première lecture. Le premier livre que j'ai pioché pour vous en parler, il s'agit de la saga des héritières de Lovenhof, une saga signée Corinna Baumann aux éditions Charleston. J'avais vraiment adoré le tome 1, donc j'avais vraiment hâte de me plonger dans le tome 2. Il s'agit d'une saga familiale dans les années 1900 en Suède, et franchement ça change de toutes ces sagas qui se passent en Angleterre, ou même par exemple je pense à la cuisinière de Castamar qui se passe en Espagne. Enfin c'est vraiment assez atypique de suivre une famille à cette époque là en Suède. Enfin en tout cas moi je n'en avais jamais lu, donc j'étais très contente de découvrir cette histoire. Je ne vais bien entendu pas vous faire le résumé du tome 1 parce que ça, enfin du tome 2 plutôt, parce que ça vous spoilerait totalement le tome 1 justement. Mais dans le tome 1 on va suivre Agneta qui est une fille, qui est la fille d'une grande famille d'aristocrates, sauf que cette vie en fait faite de convenances et d'obligations ne lui convient pas du tout. Donc elle décide de couper les ponts avec sa famille et de partir s'installer à Stockholm où elle suit des cours de beaux-arts. Elle ne vit pas du tout dans le luxe auquel elle était habituée dans sa jeunesse. Elle vit même peut-être presque une vie de pauvreté parce qu'elle vit dans un appartement presque insalubre où il y a des trous au plafond, mais ça lui va très bien comme ça. Vraiment cette vie d'aristocrate n'est pas faite pour elle du tout. Mais un jour, un matin, elle va recevoir un télégramme de sa mère lui annonçant une funeste nouvelle. Il s'est passé un drame au domaine, un drame qui concerne son frère et son père, et elle doit s'y rendre tout de suite. Donc elle se rend au domaine et par la force des choses elle va se retrouver à devoir reprendre les rênes du domaine familial. C'était pas du tout son idée de vie, c'était pas du tout le choix qu'elle voulait faire, mais elle va s'y retrouver en quelque sorte un peu forcée. Et donc dans le tome 1 on va suivre ses aventures, on va suivre son évolution, et c'était vraiment génial, vraiment. C'était pépite, le tome 1, je l'avais adoré et je pense que c'est une saga familiale. Si vous aimez tout ce qui est les héritières de Lovenhof, la villa aux étoffes, je pense que ça va beaucoup vous plaire parce que le tome 1 m'avait beaucoup plu. Tout comme le premier tome, ce tome 2 a été une très bonne lecture. J'ai adoré la plume encore une fois de l'autrice, que je trouve qui nous immerge vraiment dans toutes ces histoires, dans toutes les histoires en fait qui peut se passer dans le roman. Pareil, j'ai énormément aimé l'histoire en elle-même. Je trouvais que les rebondissements, les révélations qu'il y avait au cours du roman étaient vraiment bien faites. Puis franchement moi j'ai un coup de cœur pour ce domaine. C'est vrai que je vous l'avais dit je crois dans mon avis sur le tome 1, mais le domaine il prend une grande place, presque ça pourrait être un personnage tellement ce domaine prend de la place et est important, et vraiment j'ai beaucoup aimé ça. J'ai aussi énormément aimé les personnages secondaires que l'on peut rencontrer dans ce tome-ci, vraiment ça m'a beaucoup plu. Et comme je vous l'ai dit, les révélations, les intrigues, tout ça j'ai adoré. Pour moi, le seul point noir de ce livre, c'est le personnage de Mathilda avec lequel je n'ai pas accroché parce que je trouvais parfois ses réactions assez exagérées. Je les comprenais pas toujours, ce qui fait que j'ai eu du mal à m'y attacher, donc forcément, étant donné que c'est le personnage principal, ça fait quand même un point noir à ce roman. Alors par contre, en revanche, ce que je peux vous dire, c'est que les personnages secondaires, encore une fois, qu'on rencontre dans ce livre sont vraiment au top, ils sont ultra attachants. Enfin, je peux pas, j'allais vous dire qui, mais je peux pas, sinon ça vous spoilerait le tome 1. Mais vraiment, voilà, il rattrape le tout. C'est pour ça que c'est une moins bonne lecture que le tome précédent, mais c'est quand même une lecture que j'ai fortement appréciée et je vais continuer la saga, c'est sûr. Je vais me commander le tome 2 d'ici peu chez ma libraire. Sachez d'ailleurs que vous pouvez, parce que là c'est quand même une des grosses bricasses qui valent 23,90 €, Charleston est en train de les republier dans une édition un peu différente que vous pourrez retrouver, si je ne me trompe pas, au prix de 10,50 € je crois, ou peut-être un peu plus, et donc dans un coût qui est vachement moindre. Donc si ça vous intéresse, je vous invite vraiment à foncer dans cette saga. Vraiment, si vous êtes amateur de saga familiale historique, je pense qu'elle peut énormément vous plaire.
J'ai également lu pendant le mois d'août Seul un monstre de Vanessa Len, le tome 1 aux éditions Lumen. J'étais tombée un petit peu par hasard sur ce livre en fait en regardant une vidéo de Kimi Collection. J'avais flashé sur la couverture et le résumé me parlait bien, du coup j'avais foncé, je l'avais acheté tout de suite sans savoir qu'en septembre le tome 2 paraissait. Donc franchement là le tome 2 est déjà dans ma palle, vous le verrez dans le prochain book haul et comment vous dire, c'est un coup de cœur. Alors les résumés à chaque fois Lumen j'ai un petit peu de mal, donc là j'ai utilisé un petit joker, je vais vous lire le résumé. Pour Joan Chung Hunt, les vacances s'annoncent idylliques. Elle est bien décidée à savourer tranquillement son séjour dans la famille un peu farfelue de sa mère à Londres. Elle adore son petit boulot au manoir de Holland House où elle se rapproche peu à peu d'un autre passionné d'histoire, Nick. Mais rien de tout cela n'est fait au hasard. Quand une nuit, un terrible drame se produit, l'été de la jeune fille vire au cauchemar. Les Hunt ne sont pas simplement de grands estrans excentriques, ce sont des créatures dotées de pouvoirs cachés aussi fascinants que terrifiants. L'un des 12 clans qui règnent en secret sur la capitale, les tueurs de monstres de contes de son enfance, n'est pas qu'un mythe, il existe bel et bien. Et ne reculera devant rien pour abattre ceux qu'elle aime. Pire encore, c'est Nick, le garçon auquel elle a commencé à s'attacher. Pour sauver les siens d'une mort certaine, Joan va devoir donc s'allier avec l'héritier d'un clan ennemi, Aaron Olivier, mais surtout il va lui falloir accepter sa véritable nature. Car dans cette histoire, le monstre, c'est elle. Monde magique dissimulé au milieu d'une autre, voyage dans le temps, famille rivale au pouvoir insoupçonné et âme sœur contraints de s'affronter, ce premier tome d'une trilogie fantastique menée de main de maître ne vous laissera pas un instant de répit. Je peux vous dire que c'est bien vrai parce que ce premier tome a été un coup de cœur. J'ai adoré l'univers magique qu'a créé l'autrice, vraiment ce système de voyager dans le temps. Pour voyager dans le temps, en fait, ils doivent prendre de la vie à certaines personnes en les touchant dans des endroits particuliers comme dans la nuque. Par exemple, si je touche quelqu'un dans la nuque, je vais lui prendre un jour et je vais pouvoir voyager dans le temps de un jour. Et je trouve ce système de magie juste somptueux. Vraiment, je trouve que l'autrice a vraiment... Elle a fait fort parce que je suis vraiment surfan et j'en perds mes mots. Mais vraiment j'aime beaucoup les histoires de voyage dans le temps. Là je trouve que c'est très bien construit parce que c'est vrai que parfois les voyages dans le temps ça peut être un peu mal amené. Là je trouve que c'est franchement pas le cas. Tout le système aussi de clans et tout c'est vraiment bien. J'ai trouvé aussi que le rythme était vachement cool. Alors je sais que certaines personnes ont trouvé qu'il y avait quelques longueurs. Personnellement, ça n'a pas été mon cas, j'ai trouvé que c'était plutôt bien rythmé. C'est vrai que ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est que la fin est assez rapide. Je vous cache pas que je vous l'avais dit au cours de mon vlog quand je le lisais, que je trouvais que la fin avait été bâclée quoi. Parce que, enfin pas bâclée, mais c'est-à-dire que tout ça pour aller quelques pages ou de résolution, enfin j'ai trouvé que ça allait assez vite puisque dans ce tome en fait l'histoire commence et se termine, on n'arrive pas sur un gros cliffhanger, donc c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire dans le tome 2 parce que là concrètement seul ce livre pourrait se suffire. J'ai aussi beaucoup aimé, comme je vous l'ai dit, la plume de l'autrice qui nous plonge vraiment dans son aventure. J'avais l'impression d'être avec les personnages, d'être une petite souris qui les suit partout et ça c'est juste au top en fait quand c'est comme ça. Et puis par contre le seul on va dire un peu point noir de ce livre pour moi c'est un peu Joanne, la personnage principale, où j'ai trouvé que parfois c'est pareil, ses réactions étaient un peu exagérées. Après je pense qu'on peut mettre ça sur le fait que c'est une adolescente, qu'elle est assez jeune, donc c'est peut-être ça, c'est peut-être des réactions un peu trop young adulte pour moi, je ne sais pas. En tout cas je me dis que dans le tome 2 peut-être qu'elle aura pris un petit peu de maturité et c'est ce que j'en attends, donc j'ai hâte. J'ai continué à m'avancer dans tous mes Twisted Tales, il faut savoir que j'en ai vraiment beaucoup, c'est-à-dire que j'ai une étagère carrément de ma bibliothèque qui leur est dédiée. Je suis une grande fan des réécritures de contes et jusque-là je n'avais jamais été déçue des Twisted Tales. Donc là il s'agit de Profondeur de l'océan de Liz Braswell, pardon. Et du coup il s'agit d'un livre sur la petite sirène et en fait tout l'univers est fait sur une seule question, et si jamais Ursula avait gagné, c'est-à-dire que si jamais Ursula avait épousé le prince et que Triton n'aurait pas réussi à la vaincre. Voilà, donc on part de cette hypothèse-ci et donc du coup l'histoire se passe après et je trouvais l'idée vachement bien. Il faut savoir que tout le monde qui a été créé, enfin l'idée de base je la trouvais vraiment bien, mais par contre malheureusement ça ne l'a pas fait avec moi cette lecture. J'ai été franchement déçue. C'est pas non plus mauvais, mais déjà je sais pas pourquoi j'ai pas accroché avec la plume que j'ai trouvé parfois, surtout dans les dialogues un petit peu simplistes. Ça ne m'était jamais arrivé avec Liz Braswell parce qu'il faut savoir que j'ai lu d'autres Twisted Tales écrits par cette autrice. Je n'avais jamais eu ce ressenti là, mais là c'est vrai que j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop young adulte, encore une fois un peu je sais pas, un peu plat. Voilà, pareil les personnages,
j'ai pas eu de gros coups de cœur dessus. Il faut savoir que dans les autres Twisted Tales, à chaque fois par exemple, pour moi le plus marquant c'était Blanche-Neige, ou dans le dessin animé quand on le regarde on a une personnage ultra plate, ultra niaise, qui a pas de relief, et dans le Twisted Tale par contre on retrouve une héroïne ultra badass qui n'a peur de rien et tout. Là j'ai trouvé le personnage aussi bien d'Aria que d'Eric un peu plat, donc ça m'a un petit peu déçue. Voilà, c'est une lecture que je ne vais pas retenir, je vous la conseille pas, en tout cas c'est pas un Twisted Tale que je vous conseille parce que je trouve que même de cette autrice là il y en a des bien mieux, comme par exemple Blanche-Neige que j'avais adoré. Vraiment, première fois que je suis déçue, mais écoutez, il fallait bien peut-être une première. J'espère que ce sera pas le cas après pour les autres que je vais continuer à lire, parce qu'il m'en reste. Ce que je me dis, c'est que c'est un des premiers, alors peut-être que la plume a progressé depuis, je ne sais pas, ou alors peut-être que à force de lire des choses, on va dire, un peu plus, pas poussées, mais plus moins young adulte, peut-être que j'ai de plus en plus de mal avec ça, je ne sais pas. Faut voir, je vais continuer, j'ai plein de livres young adult dans ma palle, donc je vais continuer, mais c'est vrai que là j'ai été franchement déçue, mais ce qui est dommage, hein, parce que encore une fois, je trouve que l'idée était juste trop bien, je trouve qu'il y avait plein de trucs à faire. Pareil, l'univers marin par contre, je trouve qu'il est beaucoup plus développé, et je m'imaginais vraiment dans cette... sous la mer en fait, avec Ariel et tout. Pareil, l'univers, on développe par contre beaucoup plus les humains en fait, c'est-à-dire qu'on parle pas du tout du royaume, d'Eric, etc. Là dans ce livre là c'est beaucoup plus développé, donc il y a quand même quelques points positifs, mais en vérité c'est pas un livre que je vous conseille non plus de fou, sauf si vous êtes des très grands fans de La Petite Sirène. Peut-être que vous l'apprécierez un petit peu plus que moi, parce que c'est vrai que j'aime bien La Petite Sirène, c'est pas non plus mon conte préféré, mais vous voyez par exemple Blanche-Neige c'était clairement pas mon conte préféré, pareil Cendrillon, et par contre les Twisted Tales que j'avais lus sur eux, ça avait été des coups de cœur, donc voilà, une petite déception pour ce mois-ci. Et on va rester dans un univers marin puisque je vais vous parler maintenant du Trône des 7 îles, le premier tome de la duologie de Adeline Grace publié aux éditions de Saxus. Comme vous pouvez le voir, malheureusement je n'ai pas la version collector, ce qui est très dommage parce qu'elle était magnifique, la couverture est juste sublime, et malheureusement quand je me suis intéressée à cette saga, il n'était plus disponible et ça ne l'est toujours pas, et je ne sais pas si un jour de Saxus réimprimera plutôt cette édition collector, mais c'est pas grave, en attendant j'ai la paperback, ça me fait des économies et le principal c'est ce qu'il y a à l'intérieur, n'est-ce pas? Donc à l'intérieur, en parlant de ça, nous allons suivre Amora qui est la fille unique de la famille Montara qui dirige le royaume de Visida, et elle pratique la magie des âmes, qui est une magie assez particulière que seuls les membres de la famille royale possèdent, et elle doit passer en fait un test pour prouver à son royaume qu'elle est capable de les diriger, et donc elle va passer ce test mais malheureusement elle va échouer, ce qui va la forcer à fuir plutôt, excusez-moi, en compagnie d'un jeune pirate qui promet de l'aider pour voilà, prouver à son royaume qu'elle est comment dire, qu'ils peuvent lui faire confiance, qu'elle est capable de diriger le royaume. Donc elle va s'enfuir avec ce pirate prénommé Bastian pour prouver à son peuple qu'il ne faut pas qu'il reste sur son échec, mais elle veut vraiment leur montrer qu'elle est capable de diriger le royaume. Et donc on va la suivre sur son épopée avec Bastian et un petit passager clandestin à travers les mers, à travers l'aventure qui est de visiter ce royaume, parce qu'il faut savoir que Amora, je suis désolée, il y a Saika qui est en pleine discussion, mais donc oui, Amora n'a jamais quitté le palais parce que son père voilà, ne voulait vraiment pas qu'elle se blesse rien jusqu'à justement cette fameuse épreuve, et donc là elle va découvrir totalement son royaume et les différentes magies. Je suis désolée, elle a beaucoup de choses à dire. Elle va découvrir toutes les différentes îles et toutes les différentes magies, et j'ai trouvé ça vraiment topissime. Je suis tombée amoureuse de cet univers. En fait, on a plein d'îles avec différentes magies, on a des créatures sous-marines, on a... Enfin, l'univers magique est juste waouh, l'univers maritime est juste waouh. Je me suis pris une claque en le lisant. La plume de l'autrice en plus nous permet vraiment de nous plonger dans l'univers. J'avais l'impression d'être avec eux sur le bateau, c'était trop bien. Pareil, je trouvais que le roman était très bien rythmé, qu'il n'y avait pas de longueur, que tout s'enchaînait, les révélations étaient top, les quêtes qu'il faisait étaient top. Vraiment, c'était topissime, mais genre de chez topissime. Par contre, il y a un point noir pour moi dans ce roman, et je me rends compte du coup en faisant mon update lecture que c'est le même à chaque fois, puisque pour moi là c'était le personnage de Amora que je trouvais
j'ai pas accroché. J'ai pas accroché du tout, je la trouvais têtue, je comprenais pas ses décisions, je la trouvais parfois même prétentieuse, immature, j'ai pas accroché avec elle. En revanche, ce qui rattrape bien, c'est que le personnage de Bastian, lui, est au top, donc du coup, j'ai préféré me concentrer plus sur lui. À la fin de ce second tome, je trouvais vraiment qu'elle prenait en maturité, donc je me disais que pour le second tome, ça promettait d'évoluer, et donc qu'on allait avoir quelque chose d'un petit peu mieux au niveau de ce personnage. Je vous laisserai avoir mon avis dans le prochain update lecture, puisque j'ai fini la duologie. Petit indice, c'était pas tip top non plus, genre elle n'a pas évolué comme je le voulais, mais bon, je développerai plus au prochain update lecture. Et donc pour moi c'était le seul point noir, c'était ce personnage, mais bon, je vous cache pas que l'univers était pour moi tellement fort, était tellement trop cool en fait, que je suis totalement passée au-dessus. Et d'ailleurs vous pouvez le voir, j'ai lu le tome 1 en août, j'ai lu le tome 2 en septembre, donc je pense que c'est une bonne preuve que ça m'a beaucoup plu quand même. Donc franchement, en plus oui, j'ai oublié de vous préciser, mais il y a une petite romance, alors très très légère dans ce tome 1. Franchement dans ce tome 1 elle m'a beaucoup plu parce que c'est très léger, ça prend son temps, c'est pas tout niais, tout... Enfin voilà, je trouve qu'elle est vachement bien développée, enfin pas bien développée, mais vous savez moi je ne suis pas une grande fan de romance, donc j'aime bien quand c'est un petit peu et bien fait. Voilà, j'aime pas quand ça prend trop de place, j'aime bien quand il y en a un petit peu et que c'est pas non plus... Voilà, enfin j'aime un certain style de romance, je suis très compliquée pour ça. Et dans ce tome 1, elle ne m'a pas dérangée, je trouvais qu'elle était plutôt bien faite. Donc bon, pour les très très grands fans de romance dans le tome 1, je pense pas que vous allez accrocher parce que elle prend vraiment très peu de place. Si vous y allez que pour la romance, c'est pas un livre que je vous conseillerais. Mais par contre, si vous êtes fan de romantaisie, je pense que ça peut franchement vous plaire. Donc bon, voilà mon avis pour ce tome-ci. Je vous conseille vraiment vivement, surtout pour l'été. Là c'est un petit peu tard, mais vraiment pour l'été prochain. Si vous n'avez pas lu cette duologie, malgré le fait que je n'ai pas accroché avec le personnage principal, encore une fois l'univers est tellement fort, c'est tellement bien que je vous la conseille à 2000%. Et pour terminer cette update lecture, je vais vous parler de la seule lecture que je ne possède plus. Il s'agit de Villaine de Robin Bean-Way. À chaque fois je galère, mais oui c'est bien ça, Robin Bean-Way. Il s'agit de la nouvelle saga de chez Hachette Heroes, donc Dark Ascension, où on est censé suivre les vilains et voir comment ils sont nés, en fait comment est-ce que les vilains sont devenus vilains. Et donc dans celui-là on va parler de Anastasie et Javotte de Cendrillon, et j'en attendais beaucoup parce que Anastasie et Javotte et Anastasie on les voit que très peu en fait, et j'attendais vraiment cette histoire parce que je me disais ça va être trop cool en fait de voir comment est-ce qu'elles sont devenues méchantes, de les connaître un petit peu plus, et j'ai été terriblement déçue. C'est d'ailleurs pour ça que je ne possède plus le livre. L'histoire nous promettait vraiment voilà, de découvrir mieux ces personnages, et franchement ce livre coûte 22 € et franchement je ne vous le conseille pas. Je trouve que ça ne les vaut pas du tout. Je vois vraiment même pas ça comme un roman, mais plutôt comme une petite nouvelle sur Anastasie et Javotte. J'ai trouvé que l'histoire avait été pas développé, c'était plat, je me suis ennuyée. Franchement je vous le conseille pas du tout, même pour les grands fans de Cendrillon. Je pense que ça allez, peut-être si pour les grands fans de Cendrillon peut-être ça vous apportera un petit peu plus, mais si comme moi vous n'êtes pas un super fan de Cendrillon et que voilà vous vous en foutez un petit peu de cette histoire, je vous conseille pas. Franchement je vous conseille pas du tout parce que vous allez être déçus. Ou alors allez-y sans trop en attendre. Peut-être que moi voilà je suis tellement une grande fan justement des Twisted Tales que je me suis dit, enfin je me suis attendue à quelque chose du même niveau. Pareil, il y a peu j'ai lu notamment de chez eux Rose Rebelle, c'est je sais plus comment s'appelle cette saga, mais j'ai également lu Gaston de la saga, enfin de leur collection Happily Ever After. Pareil, j'avais beaucoup aimé, donc je m'attendais vraiment à quelque chose du même acabit, qui était voilà du même niveau, et ça n'a pas du tout été le cas. Surtout que celui sur le Twisted Tale de Cendrillon m'avait vraiment beaucoup plu, ça avait été un coup de cœur. Donc pour moi j'y allais avec les mêmes attentes, et vraiment malheureusement ça ne l'a pas fait. Je vais pas dire que c'est nul parce qu'aucun livre n'est nul, et je pense qu'il trouvera son public. C'est peut-être juste avec moi, mais j'ai trouvé que c'était quand même plat, alors qu'on partait vraiment sur une bonne idée de développer ces personnages qu'on voit que finalement que très peu, encore une fois. Mais voilà, malheureusement avec moi ça ne l'a pas fait. Encore une fois, peut-être qu'avec vous ça le fera, peut-être que si vous n'avez pas lu le Twisted Tale de Cendrillon, si vous y allez avec moins d'attente que moi, peut-être que ça le fera avec vous, mais bon, voilà, pour moi malheureusement ça ne l'a pas fait, et donc je ne peux pas trop vous le recommander, mis à part, encore une fois, si vous êtes des très grands fans du Disney de Cendrillon, peut-être que vous trouverez votre compte, mais malheureusement avec moi ça l'a pas fait.
Et voilà, cette update lecture est maintenant terminée. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous cache pas que pour moi, à chaque fois, c'est un exercice quand même assez compliqué. J'essaye de progresser et de vous présenter toute cette lecture, tous ces avis, etc. J'essaye de m'améliorer, mais c'est vrai qu'en plus, il y a certaines lectures, ça fait un moment que je les ai lues, puisque vu que j'ai eu une semaine chargée et que je suis rentrée presque mi-septembre, bah ça y était, ouais, encore une fois, il y a des lectures comme par exemple Vilaine où ça faisait un moment que je les avais lues. Donc j'espère que c'était pas trop fouillis. Vraiment, j'essaye de progresser, de faire des choses un peu plus concis. J'espère que ça vous a plu. Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas non plus 30 000 lectures et en plus là c'est assez mitigé. J'ai l'impression quand même d'être lecture. Il y a des très bonnes lectures, des un peu moins bien, des pas du tout bien. Donc voilà, bon, c'est bien, il faut un équilibre. On ne peut pas avoir des très bonnes lectures tout le temps. N'hésitez pas à me dire vous quelles ont été vos lectures de cet été, d'août notamment. Voilà, puisque là on parle du mois d'août. Je suis très curieuse de le savoir et est-ce que vous avez eu de bonnes lectures, surtout c'est le principal. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram, les lectures du cottage, où je vous publie des avis régulièrement, où vous aurez des avis d'ailleurs en avance en fait, parce que je les publie généralement sur Instagram avant de vous tourner la vidéo. Donc n'hésitez pas à me retrouver là-bas. Et écoutez, moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve samedi pour un nouveau vlog.